Géographie de l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès à la mer. C'est également un pays montagneux et aride où les terres agricoles sont peu nombreuses. L'Afghanistan est composé de multiples peuples qui ne partagent ni la même langue ni les mêmes traditions. Cette mosaïque ethnique qui compose et fragmente l'Afghanistan, parmi laquelle on peut citer les Pashtuns, les Hazaras, les Ouzbeks, etc., est une des causes des conflits et de l'instabilité politique de ce pays depuis plus d'un siècle. L'Afghanistan est entouré de 6 États. L'Iran qui est une dictature et théocratie musulmane, le Pakistan qui a une situation imprévisible en matière de sécurité, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan et le Turkménistan qui sont des pays avec des hauts risques d'attentats et tous sont dirigés par des régimes autoritaires. La prise du pouvoir par les talibans en août 2021 ont poussé les Afghans à essayer d'émigrer vers ces pays frontaliers, instables et défaillants politiquement. Le royaume d'Afghanistan, en 1926, était une monarchie dirigée par Amanullah Khan. Il modernise son pays mais provoque des bouleversements sociaux peu appréciés au sein d'une société très traditionnelle reposant sur des clans ethniques. Il fait en effet rédiger une constitution permettant de transformer le régime monarchique en monarchie parlementaire, et il agit en faveur des droits des femmes qui ne sont plus obligées de porter le voile à partir de 1759 et qui pouvaient accéder à l'éducation. Durant son règne, il établit des relations diplomatiques avec l'URSS, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le royaume d'Afghanistan rejoint en 1934 la Société des Nations et en 1946 il est admis aux Nations Unies. Il suivra une diplomatie politique pendant la guerre froide, l'amenant à entretenir des relations avec les deux blocs. Puis, le royaume sera renversé par un coup d'état de Mohammed Daoud Khan, le cousin du roi qui abdique le 24 août 1973. Khan prend le pouvoir en 1973 par un coup d'État avec le soutien de l'URSS. Il proclame la République et il devient le premier président de l'Afghanistan. Alors qu'il prend ses distances avec l'URSS, il est abattu en 1978 par des officiers qui instaurent un modèle de développement socialiste. Nationalisation, réforme agraire, égalité des droits entre femmes et hommes, réduction de la place de la religion avec fermeture des mosquées. Les conservateurs des campagnes et les islamistes accueillent très mal ces réformes, appelées Moudjahidines. Ces combattants de la foi mènent une véritable guérilla contre le soutien socialiste de Kaboul. L'URSS envahit alors et occupe les grandes villes de l'Afghanistan pendant 10 ans, de 1979 à 1989, sans parvenir à réduire l'opposition armée des campagnes. Une décennie de guerre civile ravage ainsi le pays. Les troupes soviétiques quittent le territoire en février 1989, sans avoir réussi à mater l'opposition qui a reçu de l'aide des États-Unis dans une pure logique de guerre froide. La deuxième phase de la guerre d'Afghanistan a commencé après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989 après 10 ans de guerre, laissant le gouvernement communiste afghan se défendre seul contre les Moudjahidines. Après plusieurs années de conflit, les Moudjahidines de différentes branches sont victorieux mais ne sont pas en mesure de former un gouvernement de coalition. L'Alliance du Nord dans laquelle se trouve le commandant Massoud s'impose dans un premier temps mais doit faire face à une nouvelle guerre civile entre factions rivales. Cette deuxième phase de la guerre fera environ 50 000 morts entre 1989 et 1992. En 1996, un nouveau groupe de combattants, les talibans issus de l'ethnie majoritaire Pashtun dans le sud du pays, sortent vainqueurs de cette guerre. Ils instaurent par la suite la charia qui est un code très rigoriste des préceptes de l'islam indiquant les règles que doit suivre un bon musulman dans sa vie publique et privée, comme l'interdiction de regarder la télévision, d'écouter de la radio ou de faire de la musique. Après cette instauration, ils sont chassés en 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il s'agit d'arrêter Oussama Ben Laden, le commanditaire de cet attentat, qui a positionné la branche Al-Qaïda en Afghanistan avec l'accord des talibans. La guerre d'Afghanistan oppose à partir d'octobre et novembre 2001 les États-Unis au régime taliban. Elle s'inscrit dans la guerre contre le terrorisme déclarée par l'administration Bush à la suite des attentats du 11 novembre 2001 à New York. Les Américains ont nommé cette opération « Liberté immuable », avec comme but officiel de lutter contre le terrorisme international.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies exigea du gouvernement afghan la livraison de Ben Laden, organisateur des attentats et à la tête des djihadistes Al-Qaïda. Parallèlement, les États-Unis tentent de favoriser l'instauration d'un gouvernement démocratique avec la rédaction d'une constitution en 2004 qui est censée respecter la séparation stricte des pouvoirs. Mais le gouvernement en Afghanistan se révèle inefficace à contrer le retour en force des talibans. Le respect des droits humains, notamment des femmes, progresse entre 2001 et 2021, essentiellement dans les villes où les écoles et universités sont ouvertes aux filles. Le droit à l'information et la liberté de la presse sont également une réalité pendant ces 2 décennies. Joe Biden annonce le retrait des troupes américaines en avril 2021 après 20 ans de présence sur le sol afghan. Les talibans prennent peu à peu le contrôle du pays et des capitales provinciales. Ils prennent Kaboul le 15 août 2021 tandis que le président Ashraf Ghani s'exile. Une grave crise humanitaire est à craindre. Lors de l'été 2021, le 15 août, le président afghan fuit son pays suite à la prise de la capitale Kaboul par les talibans. Ces derniers sont des musulmans extrémistes qui imposent leurs lois à partir de la charia, donc un corpus très strict de différentes règles et normes. Ces hommes avaient déjà été à la tête du pays précédemment, mais avaient perdu le pouvoir en 2001. De ce fait, après 10 jours de combat et leur retour au pouvoir, les habitants de l'Afghanistan craignent que les talibans remettent en place les lois ultra-rigoristes instaurées entre 1996 et 2001. Cette montée au pouvoir est un revirement géopolitique dans l'histoire car il s'agit d'une défaite stratégique de la part des États-Unis et de leurs alliés. Les Américains sont en effet depuis longtemps considérés comme les gendarmes du monde. Or, ce départ chaotique remet en question leur titre et contribue à la perte de crédibilité. Tout ceci a entraîné une très grande vague de réfugiés afghans qui cherchent à fuir les représailles des talibans, notamment pour les Afghans qui ont travaillé pour les armées occidentales. Cependant, l'Europe, l'Asie, etc. ferment leurs frontières. En fermant les yeux sur leurs problèmes, ces continents offrent un puissant levier à l'Iran, la Turquie ou encore le Pakistan qui pourraient négocier leur accueil des réfugiés afghans contre la promesse de réintégrer le concert des nations. L'Afghanistan est l'un des pays les plus dangereux au monde car les talibans y commettent des attentats et y imposent leur pouvoir en passant par la torture et le massacre. 71% des Afghans ont cité le conflit et la violence en tant que principal motif de départ de leur pays d'origine. C'est pour cela qu'ils migrent à l'aide de barques ou à pied, puis se dirigent vers les pays voisins comme l'Iran ou le Pakistan. Ces 2 pays ayant accueilli à eux deux 85% des réfugiés. L'Europe, refusant d'accueillir les réfugiés afghans, ceux-ci se retrouvent bloqués en Turquie. Après la prise de pouvoir des talibans à Kaboul à l'été 2021, 15 pays de l'Union européenne s'engagent finalement à accueillir les réfugiés, soit 40 000 Afghans, dont 10 000 en France et 25 000 en Allemagne. Depuis le retour au pouvoir des talibans à l'été 2021 et le contrôle de la totalité du pays, la liberté de la presse est fortement menacée en Afghanistan. De nouvelles lois concernant l'accès à l'information et la censure ont été appliquées et restreignent les journalistes. Si ceux-ci ne les respectent pas, ils sont contraints de quitter le pays sous peine d'être emprisonnés, torturés, voire tués. Être journaliste en Afghanistan est devenu un métier très dangereux, sur lequel pèse une pression quotidienne. La part des femmes dans ce métier a fortement chuté, déjà par le fait que les femmes n'ont plus le droit d'exercer d'activités professionnelles. Avant l'arrivée des talibans au pouvoir, il y avait environ 700 femmes dans le journalisme. En septembre 2021, il n'y en avait plus que 100. Nous n'avons pas de chiffres récents concernant ces dernières femmes, mais on peut estimer qu'elles sont moins de 10 aujourd'hui. L'accès à l'information est fortement menacé en Afghanistan pour plusieurs raisons. Les talibans menacent, intimident et frappent les journalistes s'ils sont suspectés de ne pas suivre leurs ordres. 2 journalistes afghans ont été fouettés et roués de coups par les talibans pour avoir couvert une manifestation de femmes en septembre 2021. 30 médias ont d'ailleurs été appelés par le gouvernement taliban pour appliquer correctement la loi sur l'accès à l'information et respecter les 11 règles du journalisme. Les 3 premiers points du règlement exigent de ne pas diffuser de sujets contraires à l'islam ou considérés comme insultants pour des personnalités publiques ou encore ne respectant pas la vie privée.
Ces règles restent très inquiétantes, sont formulées de façon floue et légitimement toutes sortes de persécutions des journalistes afghans qui sont ainsi contraints à la clandestinité ou l'anonymat. L'accès à l'éducation en Afghanistan est très difficile, en raison des guerres continuelles et de l'arrivée au pouvoir des talibans. Entre 1996 et 2001, les écoles secondaires afghanes ont été limitées aux hommes. Et même pour eux, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture se justifie par la seule étude des textes religieux. Avec la présence des armées occidentales entre 2001 et 2021 et la défaite des talibans, les écoles secondaires ont été rouvertes, mais beaucoup de filles refusaient d'y aller par manque d'infrastructures adaptées et par manque de sécurité. Le poids des traditions dans les campagnes ne favorise pas non plus la scolarisation des filles, car n'ayant pas le droit de travailler, hormis dans l'éducation, les familles ne trouvent pas l'utilité de les envoyer à l'école. Ainsi, dans ce pays, 5 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, dont 85% de filles. Avec le retour des talibans en 2021 et sous la pression internationale de l'ONU, un accord avait été donné pour la scolarisation des filles. Néanmoins, en 2022, les filles sont restées sur le seuil des écoles et n'ont pas eu le droit de faire leur rentrée scolaire. Récemment, pour lutter contre la déscolarisation, certaines écoles clandestines pour jeunes filles ont vu le jour. À l'origine, les Afghanes étaient les premières femmes du Moyen-Orient à obtenir leurs droits civiques et sociaux entre 1920 et 1980. Cependant, les talibans marquent, avec leur prise de pouvoir à 2 reprises, en 1996 ainsi qu'en 2021, la fin de la majorité des droits et des libertés acquis par les femmes, malgré le fait que ceux-ci avaient promis un régime moins strict envers elles. Après la parenthèse de 20 ans marquée par la présence des armées occidentales et le retour des droits, les femmes se sont donc inquiétées que les talibans réimposent leur vision rigoriste de la charia, qui signifie le rétablissement des restrictions des droits à étudier, à exercer une activité professionnelle, à sortir librement de chez elles, etc. De fait, ces restrictions ont été rétablies en septembre 2021 et se sont additionnées aux coutumes traditionnelles et discriminations déjà présentes. Parmi elles, les parents donnent la priorité aux enfants garçons pour l'éducation, les femmes ne peuvent pas conduire ni se déplacer seules en voiture, elles ne peuvent pas voyager seules, les chaînes télévisées ne peuvent pas faire apparaître des femmes, les femmes ayant des emplois publics ne peuvent pas retourner travailler et certaines filles sont interdites d'école après 12 ans. Même si certaines femmes ont le courage de manifester dans la rue, de publier des informations sur les réseaux sociaux ou d'ouvrir des écoles clandestines, la majorité d'entre elles se retrouvent cloîtrées chez elles sans aucun droit ni représentation politique. Shafiq Arimi a 27 ans. Il est né en Afghanistan. Après des études de droit et de sciences politiques, il devient journaliste, tout comme son épouse, Sofia Shaki, 23 ans, qui est présentatrice à la télévision afghane et qui, dès l'âge de 13 ans, réalisait des reportages pour les enfants grâce à un programme d'éducation aux médias dispensé dans son école. Avec la progression des talibans dans le pays à partir de 2020, le couple ne se sent plus en sécurité. Sofia est régulièrement suivie par des hommes armés lorsqu'elle rentre chez elle. Figure connue de la télévision, présentant des émissions musicales et de loisirs, elle sait que sa vie est en danger chaque jour. Quant à Shafi, il évite de justesse un piège tendu par Daesh pour l'assassiner alors qu'il faisait un reportage sur le groupe terroriste. La guerre civile précipite leur fuite en février 2021. Shafi explique qu'avec le retour des talibans, il n'y a plus d'espoir pour leur génération. L'ONG, Comité pour la protection des journalistes, les aide à gagner la Turquie, puis la France 2 mois plus tard. Ils sont alors hébergés au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Cholet dans le Maine-et-Loire et s'attellent à apprendre le français pour continuer leurs activités de journalistes en France. Vivant désormais à Paris, Shafiq Arimi travaille comme journaliste pour France 24, tandis que son épouse est correspondante pour la télévision Afghanistan International basée à Londres. Dans un article de Ouest France, Shafiq Arimi évoque son asile. La France nous a aidés à sauver nos vies.